la tenue du congrès ordinaire au plus tard en fin juin 2023. Donc à ce niveau, jusqu'à présent, le président n'est que dans la ligne droite de ce qui a été dit. Le deuxième point, et le président de la coordination des élections sera là, c'est par rapport aux élections locales, le choix de nos candidats. Dans ce cadre, le président du parti a mis en place un comité chargé des élections du choix des candidats. Et ça va dans la droite ligne de la modernisation de notre parti. Ce comité, donc, pour les élections locales à venir, a mis une procédure et nous a permis de conduire des actions ciblées dans certaines zones où on n'avait pas de candidats comme le Nord. Et le bilan qu'il nous a fait, ça a été présenté devant le président du parti à Daoukro. Et il ressort que 35 communes sur 69 et 7 régions sur Nord dans la zone Nord ont été couvertes et qu'au total, nous avons, au niveau de notre parti, parrainé, porté sur 395 demandes de parrainage, dont 357 hommes et 38 femmes. Ce chiffre de 395 se répartit ainsi: 332 pour les communes, dont 301 hommes et 31 femmes, 63 pour les régionales, dont 56 hommes et 7 femmes. Concernant les candidats proposés par la commission, on peut dénombrer pour les municipales 167 candidats retenus, dont 83 en candidat unique, soit un taux de couverture de 81,09%. Pour les régionales, 27 candidats retenus, dont 14 uniques, soit 87,09%. Voilà ce qui a été fait. La procédure a suivi une première étape d'appel de candidature, d'analyse des dossiers, de tentatives de conciliation avec un comité de médiation et au finish, le président du parti a tranché en toute souveraineté pour les cas où il y avait des choix à faire. Donc tous les candidats qui ont été retenus ont été retenus sous le sceau et la souveraineté du président du parti, qui, au dernier moment, avait des informations ou des dispositions que le commun des militants n'avait pas, et quelquefois pour des positionnements stratégiques. Par ailleurs, le président du parti a pris soin de rencontrer directement ou indirectement la plupart des candidats non retenus. Il maintient ses contacts avec les candidats non retenus et leur équipe pour qu'ils se soumettent à la discipline du parti et surtout au respect de son autorité. Le président du parti insiste sur le fait que tout militant qui, malgré tout, arrivera à se soustraire des décisions qu'il a souverainement validées en allant en candidat indépendant sera considéré comme ayant violé la discipline du parti et défié par la même occasion son autorité. Je répète cette phrase-là. Il insiste sur le fait que tout militant qui, malgré tout ce qu'il est en train de faire comme conciliation, contact, arrangement, consolation, quelquefois même proposition d'autres choses, arrivera à se soustraire des décisions qu'il a souverainement validées en allant en candidat indépendant, sera considéré comme ayant violé la discipline du parti et défié par la même occasion son autorité. Il appelle donc tous les militants à ne point s'associer à toute candidature indépendante issue du PDCI-RDA. Par quelque action que ce soit, ils doivent la dénoncer et s'unir autour des candidats du PDCI-RDA afin d'assurer leur victoire. Le président du parti suit très personnellement les différentes tractations tendant à pousser certains de nos militants à la dissidence. Nos militants et sympathisants doivent, et là je lis, sanctionner les candidats indépendants issus de nos rangs en leur retirant toute confiance. Voilà ce qui concerne les questions. Après les questions, je reprends. Voilà les orientations que le président du parti m'a données à adresser à tous, militants, non militants et la presse.
Dans le cadre de ces élections, le deuxième point, c'est que le PDCI-RDA est rentré en négociation avec le PPACI. Sur décision des présidents du PDCI-RDA et du PPACI, une équipe paritaire de 24 membres, 12 par parti politique, est mise sur place pour élaborer et proposer des meilleures conditions pour aller aux élections locales à venir. La première mission de cette équipe est de proposer les voies et moyens pour combattre la fraude tout au long du processus électoral. Première mission, c'est pour combattre la fraude. Parce que nous sommes convaincus qu'il y a certains partis politiques qui ne comptent que sur la fraude pour gagner. Et les dernières déclarations de la CEI, ce n'est pas moi qui le dis, ont montré que des gens ont pris des certificats de résidence pour donner à quand une commission électorale indépendante arrive à sortir cela, ce n'est que la partie visible de l'iceberg. La première mission donc est celle-là. Elle est chargée d'analyser les forces et les faiblesses de chaque parti dans chaque circonscription et proposer, si nécessaire, des listes communes afin de maximiser les chances d'une victoire. Je répète, elle est chargée d'analyser les forces de chaque parti dans chaque circonscription et proposer, si nécessaire, des listes communes afin de maximiser les chances de victoire. Cette équipe est au travail depuis au moins 3 semaines. Ses conclusions sont attendues dans les jours ou semaines à venir. Comme indiqué plus haut, la mission de cette équipe ne se limite pas à choisir des têtes de liste. Elle doit aller plus loin en proposant les stratégies pour une victoire et surtout contrer la fraude. J'étais dans une organisation internationale, on me disait ça de manière laconique. En Afrique, c'est celui qui cherche tricher qui gagne. Voyez-vous, quand on commence à nous étiqueter comme ça, ce n'est pas positif. Donc sortons un peu de la tricherie et laissons le peuple choisir librement et tout le monde va être content. Je vous ai annoncé aussi en point suivant que le bureau politique est convoqué pour le 27 mai 2023 à Daoukourou. Cela, conformément aux résolutions de la 7e session du Congrès extraordinaire PDCI, s'est tenue ici même, le 30 mars 2025. Il est prévu l'organisation du 13e Congrès ordinaire d'ici fin juin 2023. Tenant compte des textes de nos partis en vigueur, c'est au bureau politique de fixer les conditions de la tenue du Congrès sur proposition du président du parti. Donc voilà ce qui va se passer. Le président va proposer donc un ordre du jour. Il va proposer donc un thème. Il va proposer donc une date. Et puis le bureau politique soit amende, soit accepte et on évolue. Et au sortir de la réunion du bureau politique, tout sera connu. Mais je rappelle à cet effet que le bureau politique, le congrès du PDCI-RDA, le dernier ordinaire, s'est tenu en 2013. Et nous sommes pratiquement à 10 ans. Nous avons trouvé des congrès extraordinaires pour prolonger. Il est temps pour nous de rendre conforme à nos tests qui dit que chaque 5 ans, on doit voter le président, on doit voir le test. Il est donc nécessaire qu'on y aille. On avait même prévu à l'ordre du jour du congrès extraordinaire l'élection du président. Des voix se sont élevées à juste titre pour dire qu'on ne peut pas voter un président en congrès extraordinaire sauf cas de vacances. Donc il est temps maintenant qu'on aille voter, mettre le président en place avec les structures, même si c'est à minima, on peut y aller et puis après on avance. Mesdames et messieurs, deux points culminants sont actuellement à l'ordre du jour. Les élections locales. Mais les élections locales, qu'elles soient au niveau des législatives que des communales, obéissent à un équilibre normalement. Or, le découpage électoral, je l'ai dit à ma conférence du 27 mars, que le découpage électoral était biaisé. Le découpage électoral était biaisé au point que certaines régions, pour 5 000 habitants, ont une commune. Pour d'autres, pour 20 000 habitants, pour avoir une commune. Et j'ai fait mien
l'analyse faite par le porte-parole du PPACI qui dit que pour les élections législatives, on a 10 voix pour la zone sud, pour 1 voix à la zone nord. Et j'avais fait un tableau montrant que pour 146 000 habitants, d'autres avaient 7 communes, alors que pour près de 200 000 habitants, 2 n'avaient pas. Donc nous avons demandé qu'il y ait un redécoupage en tenant compte des avantages acquis. Il ne s'agit pas de supprimer des communes, il s'agit de voir un minima et qu'on communalise. Et que les communes ont un impact économique. Voyez-vous, quand on fait les dotations budgétaires, il y a à peu près 300 milliards sur les 11 000 milliards de l'État qui vont aux communes, dont seulement 108 milliards en dotation de l'État. Les autres, près de 200 milliards, c'est le transfert des recettes. Et quand on répartit à une région où il n'y a pas de commune, il n'y a pas de dotation directe à cette région-là. Il y a des circonscriptions qui ont 3, 4, 5, 6 sous-préfectures sans commune. Donc cette dotation de 108 milliards, ils n'en perçoivent pas. Or, ça permet de faire des routes, ça permet de faire des dispensaires, ça permet de faire des réalisations infrastructures socio-économiques. C'est pourquoi la communalisation est importante dans le développement de notre pays. Donc nous disons qu'il faut faire. Alors pour les législatives, je vous rappelle qu'on nous avait fait une formule pour dire qu'on tient compte de 25% de la superficie et de 75% de la population. Mais à l'analyse, il y a des circonscriptions qui respectent les mêmes règles, mais qui n'ont pas de représentants, d'autres ont les mêmes règles, ils ont des représentants. Cela donc est anormal et inéquitable. Nous avons proposé que le député, il est pour représenter le peuple. Il faut qu'on en s'en tienne à la population. Maintenant, pour son fonctionnement, qu'on donne des primes supplémentaires au député qui a une grande surface pour pouvoir circuler. En ce moment-là, on sera représenté de manière équitable et le député qui va aller dans sa circonscription qui est grande aura les moyens supplémentaires pour aller tourner. On pense que cela sera plus juste. On représentera les hommes. Sinon, à ce rythme-là, un jour on verra le parc national de la Congo se doter d'un député. Parce qu'actuellement, il y a des gens qui ont envahi là-bas. Il y a des gens qui ont envahi les parcs. Donc si on va les compter, alors à un moment donné, on verra ces gens-là avoir un député. Alors que le parc normal n'est pas fait pour être habité, etc. Il y a des zones de l'OIPR qui sont habitées par les plantations de cacao. Les plantations des hommes. À ceux-là, on va donner un député? Non, je pense qu'il faut respecter les choses normalement et puis donner des moyens supplémentaires aux députés qui ont des grands larges pour aller faire tourner. Tout le monde comprendra cela. D'ailleurs, quand vous êtes député de Madidani ou que vous êtes député de Bassam et que vous avez la même prime, vous trouvez que le siège est à Abidjan, vous trouvez que ce n'est pas normal. Il y a un peu de règlement à faire à ce niveau-là. Il faut qu'on réfléchisse comment trouver une péréquation pour que les représentants des zones rurales très éloignées puissent être compensés par les moyens d'y aller. Ce sont des propositions qu'on peut analyser si tant est que le pouvoir est prêt à nous écouter pour avancer. Donc nous avons des propositions claires à faire à ce niveau-là et nous avons soumis des propositions au dialogue politique. Le responsable, je profite pour annoncer l'arrivée du professeur M.K. Kofi qui est chargé des élections, mais qui a accompagné le président du parti avec le directeur du cabinet à la présidente de la République au palais pour le dialogue politique. Nous avons fait des propositions et on attend la réaction. Mesdames et messieurs, sur ce point, nous sommes prêts à vous répondre à vos questions sur le découpage des élections. Mais un problème important est venu surgir pendant que nous préparons cette conférence de presse. C'est le foncier rural. Et sur ce problème, je vais lire certains passages. Le PDCI-RD est un parti fondateur. Un parti fondateur non seulement pour des piliers de notre développement économique, mais aussi fondateur des lois et règlements qui régissent et continuent d'encadrer la marche de notre pays. Quand ces lois ne sont pas dévoyées. Poursuivant cette tradition, le président du PDCI-RD a fait voter 3 lois essentielles
dont celle, quand il était au pouvoir, dont celle relative au Code de l'environnement en 1996, le Code de l'eau en 1998 et la loi sur le foncier rural en 1998. Code de l'environnement, Code de l'eau, Code foncier rural. Cela venait s'ajouter au patrimoine du PDCI-RDA qui était le code minier et code d'investissement public. Mais la loi sur le foncier rural, il s'agit de la loi 98-750 du 23 décembre 98 relative au domaine foncier rural. Cette loi avait pour projet initial, écoutez-moi bien, de transformer les droits coutumiers constatés en droits modernes. Ça veut dire quoi? Les populations rurales gèrent leur terroir et leur patrimoine foncier par rapport à des droits coutumiers et des droits, les modes de succession qui sont liés aux traditions. Dans certaines zones, c'est le patrimoine linéaire, dans certaines zones, c'est le matrimoine linéaire. Mais c'était des droits qui étaient constatés extra. Or, à un moment donné, à la disparition du chef de famille, on n'a plus de documents, même pour délimiter les zones. Et ça crée donc des conflits. Ce code foncier devait donc traduire donc ces droits en droit moderne. Que dit la loi fondamentalement de 98? Article 1er. Le domaine foncier rural est constitué par l'ensemble des terres mises en valeur ou non, et quelle que soit la nature de la mise en valeur. C'était l'article 1er de la loi. Il constitue un patrimoine national auquel toute personne physique ou morale peut accéder. Écoutez bien, hein? Toutefois, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires. C'était dans la loi de 98. Écoutez-moi bien. Toutefois, seul l'État, les collectivités publiques et les personnes physiques ivoiriennes sont admis à être propriétaires. Je vous ai dit en article 1er, par l'ensemble des terres mises en valeur ou non. Mais la loi définit ce qu'on appelle mise en valeur, la loi de 98. La mise en valeur d'une terre du domaine foncier rural résulte de la réalisation soit d'une opération de développement agricole, soit de toute autre opération réalisée en préservant l'environnement et conformément à la législation et à la réglementation en vigueur. La loi va plus loin. Les opérations de développement agricole concernent sans que cette liste ne soit limitative, 1. Les cultures. 2. L'élevage des animaux domestiques ou sauvages. 3. Le maintien, l'enrichissement ou la construction de forêts. C'est-à-dire que si vous avez votre terre, que vous la mettez en valeur, en mettant ça en jachère, cette terre est considérée comme mise en valeur. Est-ce que vous écoutez bien? C'est la loi de 98 qui dit ça. L'aquaculture, les infrastructures et aménagements à vocation agricole, les jardins botaniques et zoologiques, les établissements de stockage, de transformation et de commercialisation des produits agricoles. C'est le vote de cette loi qui préserve la propriété des terres rurales en faveur des Ivoiriens contre le risque d'expropriation des nantis, des multinationales et des immigrants de tous les horizons qui a valu la chute du régime PDCI-RDA. C'est cette loi-là. On parle d'ivoirité, de portée de riba, c'est ça là. C'est cette loi-là. On l'a voté en décembre 98. À l'anniversaire de cette loi, on nous a enlevés. C'est ça. Pourquoi? Je vais vous expliquer. Cette loi, pourtant, cette loi sur le foncier là, faut-il le rappeler, a été votée en 98 après plusieurs missions parlementaires d'explication sur toute l'étendue du territoire. Cela a permis de prendre en compte les préoccupations du milieu rural. Elle a été ensuite votée à l'unanimité par le député de l'Assemblée nationale. À l'unanimité. Le RDA était représenté,
le FPI était représenté, le PIT avait un député et le PDCI était là. Après des missions parlementaires. Après, on a dit que cette loi-là était uniforme. Cette loi a fait les premières modifications. Dès qu'on nous a cherché du pouvoir, il fallait la modifier. Marcoussi a imposé que l'article 26, qui disait que, après la mise en valeur après le vote de cette loi, ceux qui étaient propriétaires et qui n'étaient pas ivoiriens, il fallait trouver leur statut. La loi disait qu'ils pouvaient exercer le droit d'usure de ces terres, mais qu'au terme de leur vie, la terre revenait au domaine public. Il appartenait aux héritiers d'aller négocier avec l'État pour un bail emphytéotique. À Marcoussi, on a dit non. La loi a été visée certaines populations. Il fallait la modifier. Contre leur gré, en 2004, cette partie-là a été modifiée. Elle a été modifiée comment? On a dit, bon, comme vous dites qu'il y a des gens qui sont propriétaires avant la loi, qui sont visés, nous on pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Que ce soit les multinationales. Donc, il faut qu'on connaisse ces gens-là. Un décret devait donc faire la liste de toutes ces personnalités à cela, pour qu'on puisse les inscrire pour dire, bon, vous êtes concernés, vous avez été propriétaire avant, on va traiter votre cas. Jusqu'à présent, on n'a pas pu faire cette liste-là. Donc, en 2004, on a fait la première modification. Par la suite, elle a subi d'autres modifications sous le régime actuel. En 2013, par la loi modificative 2000, et puis en 2019. En 2013, à la modification de cette loi, parce que la loi disait que chaque 10 ans, à 10 ans après, ceux qui n'avaient pas pu avoir le certificat foncier, la terre revenait à l'État. On a estimé que c'était trop risqué, puisque les conditions d'acquisition du certificat foncier étaient tellement compliquées, chères, qu'il fallait le faire. Donc il fallait chaque fois aller à l'Assemblée pour modifier ce statut. On dit qu'il faut modifier pour rendre ça la prolongation flexible par un décret. Donc normalement, le ministre de l'Agriculture devait plutôt aller au gouvernement pour dire, après 10 ans, il y a des difficultés de mise en œuvre, on va prolonger. La loi n'avait pas limité le nombre de prolongations, et le décret non plus. Alors, vous venez bien, écoutez-moi bien. Les modifications ont concerné, il y a des articles qui ont été carrément abrogés. C'est-à-dire la loi initiale, des articles ont été complètement abrogés. Parce que ça ne les arrange pas. L'article 18, l'article 20, 24 et 26 ont été carrément abrogés. Je vais revenir là-dessus. Les articles 2, 4, 9, 12, 17, 23, 26 de la loi initiale ont été modifiés. La loi donc a pratiquement dévoyé de son contenu initial. Et tenez-vous bien, l'article 18 que je vous ai lu là, qui définit les conditions de mise en valeur, elle a été modifiée en 2019 en disant que cet article-là, je cite, qu'il donne à la mise en valeur une définition si large que l'on peut valablement conclure qu'il n'existe, pour ainsi dire, pas de terres non mises en valeur. Donc ça les dérange. Le fait que l'article 18 initial décrit les conditions de mise en valeur que je vous ai citées, non limitées, qui fait que quand vous avez une jachère, cela est considéré comme mise en valeur. Si vous faites de l'arboriculture, cela est considéré comme mise en valeur. Que si vous faites d'aménagement, cette loi-là, ça les dérange. Ils disent que si on fait comme ça, il n'y aura pas de valeur de terre non mise en valeur. Donc il faut supprimer cet article. Donc ça a été supprimé. Ceci étant supprimé maintenant, ils sont libres maintenant de déclarer des terres non mises en valeur. Puisque la définition initiale a été supprimée. Vous voyez la subtilité pour exproprier les populations rurales de leurs terres. Donc voyez-vous, avec cette loi de 98 et l'article 18, il y avait donc peu d'espace du domaine foncier rural 100 mètres.
Il y avait trop d'espace. En extirpant cet article de la loi, le gouvernement a abusé de la confiance des populations rurales. Parce que pendant qu'on était en train d'expliquer aux populations rurales qu'il y avait une loi foncière qu'il fallait faire, on leur avait dit que si vous avez une jachère, elle était considérée comme mise en valeur. On leur a donné ces conditions-là. Elles ont adhéré et maintenant vous expliquez ça de la loi sans les avoir consultés au préalable. Voyez-vous? Au vu de cette définition de la mise en valeur de la terre du domaine foncier rural, donc ayant cette modification, les populations rurales auraient dû être consultées par parallélisme de forme pour dire ah, après avoir fonctionné pendant des années, on voit que cette décision ne correspond plus. Quel est votre point de vue? C'est pourquoi le PDCI-RDA, comme toujours, se met du côté des populations rurales pour dire non au décret 2023-238 du 5 avril 2023 déterminant les procédures d'immatriculation qui vise à déclarer des terres sans maître. L'application de ce décret est une voie détournée pour exproprier les populations de leur patrimoine et les transformer aux nantis et aux multinationales, chose que le PDCI voulait éviter. Est-ce que vous comprenez bien? Le fait qu'on ait sorti cet article complètement, qui définit les conditions de mise en valeur initiale, cela ouvre donc la place à des espaces maintenant pour dire que c'est des terres sans maître. Nous demandons donc le retrait de ce décret, de demander à l'AFOR qui a été mise en place pour accélérer l'appropriation des paysans des conditions d'avoir des certificats fonciers, de venir à l'Assemblée nationale, faire le bilan de ces activités, relever les difficultés, et s'il faut une mission parlementaire, aller rencontrer le président pour que la loi puisse être appliquée initialement comme prévu. Sinon, c'est une bombe à retardement. Parce qu'ils vont vendre ces terres sans mètres, et quelquefois, il y a des cimetières qui sont sur ces terres-là. Et il y a une astuce qui a été faite. Il y a des structures, il y a des nantis qui ne respectent pas l'article 1er, qui viennent au pays. La première chose, c'est de trouver avoir une nationalité ivoirienne. Quand ils ont la nationalité maintenant, ils s'en vont acheter 600 hectares, 300 hectares, 400 hectares pour exproprier les populations de ça. Face à la pauvreté, ils vont dire non, un hectare à 100 000 francs. Les gens commencent à vendre. Normalement, le ministre de l'Agriculture devait s'assurer que les transactions respectent la loi. Nul ne peut faire une transaction sur un domaine foncier rural tant qu'il n'a pas de certificat foncier. Mais on le fait avec la complicité de l'administration du territoire et autres. D'ailleurs, si vous regardez bien le décret, les dispositions finales disent que le ministre de l'Agriculture et le ministre du Budget et chargé du portefeuille sont chargés de la mise en œuvre. Mais il n'y a pas le ministre de l'administration du territoire. Or, à la mise en place de l'AFOR, c'était un magistrat hors hiérarchie qui était directeur du foncier rural. Quand il a mis toutes les structures en place, arrivé en conseil des ministres, le ministre de l'Intérieur et de l'administration a dit non, c'est une affaire de l'administration et moi je vais prendre ça sous ma tutelle. Les débats ont été houleux, on a gardé ça sous la tutelle du ministre de l'Agriculture, mais c'est le ministre de l'Intérieur et de l'administration du territoire qui a désigné le DG de cette structure, qui est un préfet hors hiérarchie, hors grade. On a même mis son conseil d'administration un militaire. Voyez-vous? Et maintenant on fait un décret, ce ministère-là n'est pas chargé de la mise en œuvre. Il y a un problème. Mesdames et messieurs, ce problème, nous allons continuer à nous prononcer sur ce problème. Et nous voulons véritablement qu'il y ait des discussions, des débats sur ce problème pour qu'on ne vienne pas sur des crises qui vont heurter la cohésion sociale de notre pays. Il y a un autre point que j'avais noté dans mes dossiers, je n'ai pas en parler, c'est l'endettement de notre pays. J'en ai suffisamment parlé. Vous vous rappelez, en 2022, j'ai été le premier à en parler ici. Les risques d'endettement. Mais aujourd'hui, quelques chiffres qu'on quand même capable de rappeler. À ce rythme d'endettement, nous allons arriver en 2025 à près de 30 000 milliards de francs CFA de dettes, soit à peu près 55% de notre PIB, sans compter d'autres conséquences. Notre dette est tellement inquiétante, notre endettement,
que le FMI est venu nous mettre sur ajustement en nous accordant 3,5 milliards de dollars pour nous permettre de gérer la viabilité de notre dette et la viabilité de la transformation économique de notre pays. On est revenu au point de départ. Or, tout le monde sait que le FMI ne fait pas ses prêts sans condition. Les premières conditions, on ne nous dit pas. Dans quelques jours, là, ils vont augmenter le coût de l'énergie à 20%. Dans quelques jours. Je voulais défier qui peut se dire. On a déjà dit aux entreprises, envoyez-nous l'impact sur votre structure. C'est déjà décidé. Hein? Or, qui dit augmentation du coût de l'énergie, dit impact sur toutes les activités socio-économiques du pays, qui va venir se greffer sur la cherté de la vie. Donc, chers Ivoiriens, chers frères, voilà une des conséquences quand on parlait, on dit non, la dette c'est pour travailler. On n'interdit pas un pays de s'endetter. Mais les autres pays qui s'endettent là, c'est par rapport à la dette intérieure. Quand vous avez une épargne forte, quand vous prenez l'argent de vos concitoyens comme prédit, il n'y a pas de problème. Mais quand vous prenez l'argent de l'extérieur, vous êtes conditionné. Et j'ai écouté tout dernièrement un débat ou bien une interview et un journaliste de la RTI, je ne vais pas dire son nom, a dit que la dette, ça se dit en bambara, duru, ça dit la corde. Donc ça dit qu'on a la corde au cou. C'est lui qui a dit, hein, j'ai bien apprécié cela. Duru, kadjuru blanca. Ça dit qu'on a mis la corde dans nos coups et puis on tire. Et aujourd'hui, ce que les Ivoiriens doivent retenir de notre dette, on a à peu près 30 millions d'habitants. Chaque habitant de notre pays là, étranger ou ivoirien, a à son coût 1 million de dettes qui se promènent avec ça. Si on partage, chacun a son coût, puisqu'il a dit c'est Djourou, chacun a son coût 1 million de dettes. Donc, si c'est ça qu'on cherche là, bravo. Mais nous, au PDCI, on pense qu'il faut faire mieux. Donc, voyez-vous, voilà les conséquences de la dette. On n'a pas dit qu'on ne prend pas la dette pour travailler. Mais si vous devez prendre la dette pour travailler, que vous dépassez les normes, vous êtes soumis. Alors, comme nous avons un coût au coût, la dette, la corde, et on va nous arracher nos terres, qu'est-ce qu'il reste? On va nous utiliser comme esclaves pour aller travailler ça. On sera des Kunta Kinte. Nous serons des Kunta Kinte. Oui, c'est ça. On a pris ta terre, on a la dette, on t'a dit, bon, viens travailler pour nous payer. C'est ce qui a mené l'esclavage. Donc, il faut qu'on évite. Mesdames et messieurs, nous avons inscrit à ce sujet le problème de commercialisation de produits, la cherté de la vie. Mais vu l'actualité, nous allons y revenir. Mais en ce qui concerne la commercialisation des produits agricoles, la récente déclaration du ministre de l'Agriculture dans sa région natale, avant-hier, qui est du reste la mienne aussi, sonne l'éclat de son impuissance et son incapacité à proposer des solutions aux problèmes des producteurs. En effet, le ministre de l'Agriculture a déclaré à Kwasa Nadjone que lui-même n'arrive pas à commercialiser ses noix de cajou qu'il produit en nation. Le ministre, il dit moi-même j'ai 50 hectares en nation, je n'arrive pas à les commercialiser. Face à cet aveu d'impuissance, nous prenons acte et considérons qu'il a jeté l'éponge. Notons toutefois que cette année 2022-2023 a été une année noire pour les producteurs ivoiriens. Les producteurs de coton ont fait face à la jacide, qui est un insecte, et ont perdu en 50-75% de leur coton graine. Ça aussi, c'est la vérité. Les jacides ont commencé au mois de juin-juillet. C'est en septembre qu'une délégation est allée voir, bon, tout était déjà perdu. Ceux de l'ANACAD, y compris le ministre, leur ministre, n'ont pu écouler normalement leur production. La situation est pareille pour les VA. Il y a des agriculteurs ici. Alors que la situation pour le cacao s'est stabilisée plus ou moins, seul le palmier connaît un sort acceptable. Mesdames et messieurs, vous voyez donc que la population ivoirienne souffre de la cherté de la vie et de l'étranglement de l'incapacité du gouvernement à faire face et à distribuer, à faire bénéficier à la majorité les fruits de notre richesse. Avant de conclure, je voudrais rappeler que les élections à venir conduites par la CEI actuelle est une opération truffée de tricherie.
Notre pays est rentré à nouveau dans un cercle, à nouveau dans une autre phase de stress et d'inquiétude au regard des signes qui nous sont présentés, dont l'exclusion de l'ancien chef d'État sur la liste électorale. Cette situation doit être rétablie rapidement pendant la phase de contentieux. Notre parti est contre les injustices. C'est à cette fin, et je le rappelle, par solidarité, que nous avons opté pour la non-participation aux élections présidentielles 2020. Notre candidat a été retenu. C'est par solidarité des injustices que le PDCI-RD a décidé de ne pas aller aux élections 2020. J'entends quelque part pour dire que le PDCI n'a jamais été solidaire par rapport à un parti. Que cela se rappelle cela. Voici donc sommairement décrit notre regard jeté sur les activités de nos partis et sur l'état de notre pays. C'est un sujet, nous y reviendrons. Je vous remercie et me mets à votre disposition pour les questions à venir. Alors, concernant le vote de confiance à l'Assemblée nationale, pourquoi on a besoin? Mais quand on faisait le dialogue politique, chacun devait donner des signes d'apaisement. Chacun devait donner des signes d'apaisement. Et notre signe d'apaisement, c'était ça. Je vais vous donner une confidence que les députés ne savent pas. Moi, j'ai été approché personnellement par le candidat du Togo. Je lui ai dit, allez-y voir le président Bédié. Je ne sais pas pourquoi il m'a abordé. Mais c'était un signe. On l'a fait. Aujourd'hui, lui-même, il est candidat à Yopougon. Et là aussi, moi j'ai dit à ses conseillers, je leur ai dit à un lieu, à 2 occasions, que c'est une erreur politique. Ça n'engage que moi. Parce que tu es notre patron. Si tu échoues, quand on va rentrer à l'Assemblée là, quel visage on aura sur le sien? Je lui ai dit ça. Et je lui ai dit aussi que, à ses conseillers, le risque d'échec n'est pas nul. On ne va pas là-bas pour chercher l'argent. Et je profite en même temps pour dire que dans notre pays, il y a des choses que je ne comprends pas. Quand on est candidat à la députation, il peut comprendre. Mais on a des premiers ministres qui sont candidats contre les simples citoyens lambda pour la gestion de la localité. Vous gérez des milliards et vous allez compétir avec les gens pour 250 millions. Il y a des présidents du conseil économique social. Il y a des présidents de temps. Il y a des temps. Il y a même des gens qui gèrent tout le budget de l'État, mais qui vont aller compétir. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Mais prenez quelqu'un, soutenez-le, la personne pour qu'elle gagne. Est-ce que moi, Bredoumissi était candidat à la mairie de temps qu'il n'y en a pas? C'est pourquoi il dit ça. Et quand on a un ministre qui vient, le ministre, quand il va faire campagne, là, il devait démissionner avant de venir faire campagne contre moi. Mais il faut qu'on règle tout ça là. Donc, cette affaire de soutenir le président Bidoko, le président l'assume. C'est sur instruction du président du parti qu'on l'a fait. Les propositions que nous avons faites là, si on en parle, c'est parce qu'on est fort maintenant pour en parler. Parce que nous, on a fait notre part d'efforts et de sacrifices. RFI disait par rapport à Gbagbo, si j'ai bien compris, qu'est-ce qu'il est possible qu'on fasse ça, non? Nous, on estime qu'il y a un processus. Notre point de vue, vous regardez dans les valeurs du PDCI-RDA, il y a la justice. Notre président du parti a vu sa candidature rejetée en 2000 par la CEI d'alors, je crois que c'était Honoré Dieu ou quoi, sous Tiakone et sous Guéhi Robert. On a rejeté ça. Tous les candidats que le PDCI a présentés, Wassena, Lamine Fadiga, on a rejeté tout le monde. Donc les gens parlent comme si les choses se passent aujourd'hui, les gens oublient. On a retenu le président Laurent Gbagbo. En 2020, nous on a été retenus. Les Soro Guillaume, les Gbagbo, les mains ont été retenus. On a dit c'est injuste que la loi n'a pas été appliquée. Pour une candidature non conforme à la Constitution, et puis parce qu'on a raison. On n'est pas allé aux élections. Donc, en la matière, le PDCI-RDA a une avance sur les autres, en termes de solidarité.
Et aujourd'hui, le processus n'est pas fini. Nous, on pensons que, en quoi est-ce que dire que Gbagbo Laurent est sur la liste, là, ça fait quoi? Notre président était sur la liste quand on l'a éjecté. On ne peut pas l'avoir dénié quelqu'un de sa capacité à être candidat et de sa capacité à être électeur. C'est ça. Et puis, voyez-vous, ça c'est le politicien qui va parler maintenant. On est dans un contexte difficile et fragile. Où aujourd'hui on entend de faire construire des maisons pour des réfugiés dans notre pays. On ne sait pas qui ils sont. On ne doit pas ouvrir la porte à d'autres risques. Les djihadismes là, ils s'installent où il y a la complicité avec les populations locales. Si vous frustrez les gens jusqu'au bout là, à un moment donné, ils n'auront qu'au choix que de vous abandonner. On n'a pas intérêt, dans le contexte actuel, à mettre de l'huile sur le feu. C'est pas normal. Notre équilibre, notre paix est suffisamment fragile pour qu'on arrive. On a fait le dialogue social, le dialogue politique. On a mis ça dedans. Mais aujourd'hui, on ne comprend pas. Celui qui a dit qu'on fait, on se rend compte que tout ce que nous on a fait comme effort, là, ils ne veulent même pas faire un quart d'effort. On avait demandé que le président Gbagbo et que tout le monde soit amnistié. On n'a pas respecté. Je rappelle pour les jeunes que le même cas s'est présenté pour le président Alassane Ouattara. Et au finish, c'est le président Gbagbo qui a pris un décret permettant à tous les candidats, y compris lui-même, d'être candidat à la présidence. Et aujourd'hui, le président. Donc, la personne qui a permis cela, là, je pensais qu'il doit avoir au moins le retour de l'ascenseur. Ce n'est pas parce qu'on est candidat qu'on va gagner. On va donner une chance. Et on va créer des situations difficiles. On ne sait pas qui va faire quoi. Quand il y a les troubles là, on ne sait pas où les balles perdues vont. Hein. Rappelez-vous quand il y a eu les troubles, il y avait un article qu'on appelle, qui était dans Massila Yassé, un brillant garçon. Il a pris une balle perdue comme ça. Il n'y est pour rien, mais il a perdu sa vie. Donc il faut qu'on évite de créer des troubles en disant que moi je suis protégé. Personne n'est protégé, sauf Dieu seul peut savoir qui est protégé. Donc ceux qui parlent là, on a vu des gens qui ont parlé ici, après ils ont dit que c'est le Satan. Il ne faut pas qu'ils viennent nous dire après qu'il y a Satan. Hein? Donc franchement, on n'a qu'à mettre balle à terre, on n'a qu'à faire en sorte que... Donc voilà ce que moi je voulais dire là-dessus. Je pense que la sagesse va nous habiter et qu'on permette à tout le monde de le faire. La communauté internationale sait que le président Gbagbo y est allé et il a été acquitté. Si on s'en tenait à là, ce sera déjà pas mal. Maintenant, quelqu'un a posé la question de PPACI, PDCI à Port-Boué. C'est Simeon d'Abidjan.net. Cyprien. Je vous ai expliqué qu'on est en négociation. Négociation ne veut pas dire qu'il n'y a pas de candidature. À Cocody, ils ont un candidat. À Port-Boué, ils ont un candidat. À Yopougon, ils ont un candidat. À Partout, ils ont des candidats. Notre objectif, c'est de nous entendre d'abord pour lutter contre la fraude. Et puis d'analyser les forces et problèmes de nos candidats en présence. Quand on va aux négociations, il y a deux choses. Il y a des endroits, le responsable là, on n'a même pas à discuter. Puisque nous, on n'a pas de candidat. Et ils ont un candidat. On les suit. Oui, ils n'ont pas de candidat, nous, on n'a qu'à le suivre. Maintenant, dans les autres cas, on peut soit s'entendre, soit ne pas s'entendre. Si on ne s'entend pas, on ne s'entend pas. C'est tout. Donc, on était là avant, chacun a son parti. Et nous allons analyser les forces et les faiblesses des uns et des autres. Il faut qu'on soit objectif. J'ai dit que dans la commission, c'est une commission ouverte, on discute. Au sortir de là, si on n'est pas entendu, par définition, je ne vais pas rentrer dans les détails de cette commission, mais il y a des règles. Il y a des règles. Et je pense que le président de la commission est là. Nous allons nous entendre où on peut s'entendre. Si on ne peut pas s'entendre, on avancera. Je pense que la sagesse va nous habiter. Mayol dit que, parlant de ministre Thiam, est-ce que les gens connaissent bien même le ministre Thiam? Il n'est pas un nouveau au PDCI, rien.
Il n'est pas nouveau au PDC-RDA. Il a été un des rares jeunes à qui le président Bédi a fait une grande promotion en le nommant en remplacement de Césario, DG de grands travaux, plus qu'un ministère. En plus de ça, il a été nommé ministre du Plan et du Développement. J'étais en mission avant le coup d'État en Zambie, quand les gens même l'annonçaient à la primature. Donc ce n'est pas nouveau. Il était membre du bureau du PDC-RDA. On fait comme si c'est quelque chose qui est nouveau, tout ça. Il y est. Mais je pense qu'au PDC-RDA, nous on a d'autres problèmes que des problèmes d'individus. Et si, d'ailleurs je vais profiter pour dire aux gens qui pensent sur les closeaux, telle personne va être candidat. Nous là, voilà nous les députés. On est sur le terrain, en train de nous battre. On ne voit pas les potentiels candidats pour venir nous aider. Ils sont où? On dépend de notre petit argent là. Il y a des endroits où on n'a même pas de candidats. Ils disent quoi? Tu vas attendre, tu n'es pas député là-bas, tu n'es pas maire là-bas. En 2025, tu vas venir faire là-bas. Voilà les députés qui se tracassent partout, cassent leur voiture. Moi, je viens de casser ma voiture. Et vous êtes potentiel candidat. On nous cite 1, 2, ils sont 10. Venez nous aider, on va travailler le terrain, vous allez venir candidat. Voilà. Si vous ne passez pas la peine. Venez nous aider. Tout repose sur le président Bédié. Mais quand il décide, on ne veut pas respecter. Tout repose sur le président Bédié seulement. Quand il décide, on ne veut pas respecter. Moi, quand je vais à Daoukro, chaque fois que je viens, le DAF, je ne marche pas à un Français au PDC-RDS. Quand le président m'appelle, il dit, il faut venir là. Je viens là. Ça ma charge. Et vous voulez être candidat à la présidente, vous ne voulez pas financer les gens. Venez nous financer, on va déblayer le terrain pour vous. On ne peut pas continuer comme ça. Pas continuer comme ça. Si vous ne venez pas là, au moment venant, on va décider entre nous députés, on va prendre un et puis on est en candidat. Voilà. Et ça, je suis ferme. Le président est en train de me suivre en direct. Sur le président, s'ils ne viennent pas là, quand nous on va décider que Bédi est candidat, on va dire que tu es vieux. Mais vous êtes où? C'est le vieux là qui nous aide. Ou bien on va décider entre nous, on va prendre un jeune, il y en a plein, députés, connus, et puis on dit que tu es notre candidat. Moi, je n'aime pas sa campagne. Si vous ne venez pas là, ne venez pas nous voir après. Voilà, venez. Il faut partager le repas qu'on a contribué à cuire. Voilà. Donc on est fatigué des gens qui parlent des potentiels, des potentiels. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais le potentiel, il faut le transformer en réel. Voilà. On est en 2023, en 2 ans, on va aux élections. Ceux qui veulent là, ils n'ont qu'à battre campagne, ils n'ont qu'à aller installer les candidats, battre campagne au nord, pour tout ça là. Venez au sud, venez en Daoukro, dans mon village, je vais vous présenter. Voilà. Donc arrêtez de nous faire prépondre de personnes. Alors, moi je pense que j'ai couvert ça. Et la plus importante, c'est que les potentiels candidats n'ont qu'à venir nous inviter, nous les députés, les maires, pour qu'on fasse campagne. La campagne, c'est maintenant. Ouais. Sinon, on va faire tirage au sort, on va prendre un. La CEI vient de dire ça. Pourquoi la CEI n'affiche-t-elle pas le nom de ces gens-là? Il n'a qu'à afficher. Vous avez découvert que quelqu'un, une demande de résidence, certificat de résidence, a été tuée par 20 personnes. Mais tu affiches. Mais tu viens nous dire que des gens ont été faits. Nous, on n'est pas là pour savoir. Donc déjà, tu nous donnes raison. C'est la CEI même qui est en train de nous donner raison. On n'a qu'à afficher. Si c'était moi, Bredumi, là, qu'on a vu qu'il a donné le certificat de résidence, mais mon nom sera déjà affiché partout. Ils n'ont qu'à afficher. Vous savez que la transhumance, nous l'avons constaté ici. Il y a des gens qui sont allés prendre des gens dans les villages. Et vous connaissez leur stratégie? La veille des élections, ils vont créer des camps, ils vont les installer dedans. Et puis ils vont aller voter. Ça biaise les choses. Et si la CEI même reconnaît qu'il y a des choses, sans nous avoir dit qui, mais nous on peut dire déjà qu'il y a des tricheries, c'est elle qui est venue nous dire ce qu'elle veut nous dire. Et le fond du Canari, c'est où? Le fond du Canari. C'est ce que nous disons, c'est par rapport à ce qu'elle a dit. Donc les preuves là, elle-même les a données. Vous aurez pu lui poser la question pour dire. Vous aurez pu nous poser la question quand ils ont fait. Mais vous avez relevé des tricheries.
Mais est-ce que vous êtes sûr que toutes ces tricheries-là ont été extirpées? Nous, on n'est pas sûr. Maintenant, pourquoi vous avez posé des questions des délégués? Un délégué, il n'est pas élu. C'est le représentant du président du parti. C'est lui qui le nomme, c'est lui qui le démet. Et là encore, je peux vous dire, moi, après le congrès de 2012, j'étais au bureau du congrès. Quand les choses sont sorties, on m'a nommé délégué de Kounfao. J'étais à Boisflé et j'ai eu les appels de félicitations. Je suis arrivé une semaine après. Le ministre Agmeni est parti voir le président Bédi. On a enlevé mon nom une semaine. On m'a enlevé mon nom. Je n'ai rien dit. Comme tu n'as pas dit. Donc le président, moi j'ai fait une semaine. D'autres ont fait 1 an. Mais ils ont la chance. Ils ont la chance. Oui, c'est ce que je suis en train de vous citer sur le lycée. On m'a nommé une deuxième fois. Il voulait aller me faire enlever cette fois. Le président a dit, oh, toi aussi, quand même, ça va. C'est pourquoi je suis resté. Entre lui, il est parti. S'il ne va pas parti, peut-être qu'il allait me chasser. Donc, c'est le président qui nomme. Tu vas demander à un président pourquoi il a enlevé un ambassadeur, pourquoi il a enlevé un président. Mais c'est comme ça. Donc, moi, je ne sais pas pourquoi on les a enlevés, mais le président du parti, c'est l'entraîneur. Il sait à quel moment mettre telle personne, telle personne. Ceux qu'on a enlevés là, ils n'ont qu'à accepter ça. Ils vont revenir après le congrès. C'est pourquoi il faut aller très vite au congrès. Là. Ils vont revenir. Peut-être qu'on les met en réserve pour pouvoir jouer d'autres rôles. Vous ne savez pas. Donc, ne dramatisez pas ça pour dire que c'est une sanction. Le président du parti est en train de tirer. Moi, le président de la commission des élections n'est pas là. Quand on devait faire les commissions des élections, là, on m'a mis mon nom partout. Le président m'a enlevé partout. Il dit, tu ne dois pas être dedans. Je l'ai vu à Yamoussoukro. J'ai dit, monsieur le président, il dit, tu n'es pas dedans. Parce qu'après les sélections, là, toi, tu auras un rôle à jouer. Voilà, je suis en train de parler de ça. Si j'étais dans cette commission-là, est-ce que je pouvais parler? Donc, on vous met en retrait pour d'autres missions peut-être plus nobles. Acceptez à vos soins. Donc, le cas de Yopougon, ce n'est pas le seul cas, il y en a ailleurs. Voilà. Maintenant, Cocody. Vous savez, je crois que j'ai parlé. Pour Cocody, effectivement, le président du PDCI RDA a reçu tous les candidats à la candidature de Cocody. Après la réunion de Daoupro pour annoncer, moi j'étais assis, le président m'a appelé. Quand je devais le voir, il m'a tendu la main et dit attends, j'arrive, il est rentré au bureau. Et il les a tous reçus pratiquement. Le président a envoyé aussi des gens, ses émissaires, auprès d'eux. Parce que le PDCI RDA estime qu'on doit maintenir Cocody. Donc moi je pense qu'il les a tous reçus. La plupart, pour ceux qui n'ont pas pu voir, il a envoyé des gens les voir. Et humblement, moi je voulais demander aux uns aux autres pour qu'ils mettent de l'eau dans leur vin, qu'on revienne à la raison et qu'on avance. Tout le monde a raison. Tout le monde peut être candidat, tout le monde peut gagner. Mais quand la candidature pose des risques, il vaut mieux tenir compte de cela pour ne pas le faire. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais le président du parti a estimé. Maintenant, quand on m'a dit quelles sont les sanctions, mais les sanctions sont dans le test. Quand tu regardes l'article, je crois c'est 126, quoi. 126. La désignation des candidats du parti aux autres élections, c'est-à-dire après les élections présidentielles, est effectuée par voie d'élection primaire, sauf cas de candidature obtenue par consensus. Tout militant ou militante du parti qui se soustrait à cette procédure de délégation s'expose aux sanctions disciplinaires prévues par le statut et le règlement intérieur. Là, je vais profiter pour parler des problèmes de primaires. Voyez-vous, on est tous dans la salle. On dit sauf candidature obtenue par consensus. C'est-à-dire que le consensus devient primordial par rapport aux gens. C'est-à-dire s'il y a un consensus, on ne peut plus les primaires. Mais le consensus, c'est quoi? Si on décide ici tous que quelqu'un doit s'asseoir ici et que c'est par tirage au sort et que tout le monde est d'accord,
et qu'on tire au sort, après on ne va plus se plaindre pour dire que pourquoi on a fait, pourquoi c'est lui. Donc, la procédure qui a été mise en place, c'est pratiquement la même procédure là qu'on a mise en place pour les députés. Depuis 2011, est-ce qu'on a une fois fait primaire même? Tous nos choix là, c'est par la même procédure, concertation, discussion, médiation, puis on aboutit. Si ceux qui pensent qu'on devait aller aux primaires, si c'était eux qu'on avait choisi là, est-ce qu'ils allaient réclamer les primaires? Dès le départ, tu as dit non, les gens disent c'est primaire, nous on va aux primaires, moi je me soustrais. Mais quand on s'embrique dans une procédure jusqu'à la fin, et puis on remet la procédure en jeu, là c'est un problème. Donc moi je pense que à ce niveau-là, la procédure, et puis, voyez-vous, regardez bien dans nos tests. Cotisation pour les membres du bureau politique, c'est combien? C'est 500 000. Le président a décidé qu'il y a 250 000. Mais personne ne s'est posé la question pour dire pourquoi dans le test c'est 500 000, moi j'ai payé 500 000. Parce que le président lui-même est un organe. Regardez bien dedans, ça n'a pas été changé. Même au contraire, on n'a pas changé. Si je m'en regardais dedans, ça veut dire que ceux-mêmes qui ont déposé 250 000 pour la cotisation, ils ne sont pas à jour. Si on regarde les tests. On est en jour parce que le président en a décidé autrement. Un organe. Le président en plus a mis en place, dans le cadre des mandats qu'il a dit, des structures pour lui permettre d'avancer. Comité de mobilisation des ressources, comité chargé des élections, comité de celui il a mis ça en place. Donc ça fait de nouvelles structures à qui le président a transmis une partie de son pouvoir pour agir. Et à Cocody, le candidat du PDCI RDA, tel que moi, le président, on a décidé, c'est Jean-Marc Yassé. Et le président dit partout, que ce soit dans le ZI, c'est Jean-Paul, docteur Kofi Jean-Paul, partout. Et le président a dit, tout militant, quoi qu'il soit, doit soutenir les candidats choisis. Il ne doit pas encourager ou mener quelque action que ce soit qui encourage les candidatures indépendantes. Dans l'intérêt du parti, pour respecter la discipline du parti et pour respecter son autorité. Toute personne qui agira en travers aura violé la discipline du parti et aura défié son autorité. Ça, c'est le président qui l'a dit. Et je profite pour féliciter notre soeur de Trècheville qui est là, Madame Fadiga, Madame Nana Fadiga. Elle était candidate, elle est femme, elle a tout, comme un petit chose, mais elle a accepté. Et aujourd'hui, on a de réelles chances à Trècheville. Que Dieu te récompense. Je voudrais aussi féliciter notre frère Yanangbe de Yamsokuru et son frère Kakapé. Personne n'aurait cru qu'un jour ils allaient pouvoir s'asseoir ensemble pour faire quelque chose. Mais par le geste de l'humilité et de l'intérêt du parti, aujourd'hui, ils font une équipe commune là-bas. C'est ça, le PDCI RDA. C'est ça, aimer son parti. Donc, tout le monde peut gagner. J'ai donné des exemples ici. Mais faisons en sorte que le parti ait des chances. Si à Cocody, on se met ensemble, il n'y a pas match. Et puis demain, qui sait ce que demain sera? Donc, on n'a pas, le président ne m'a pas dit de stigmatiser quelqu'un, il m'a dit de faire appel à l'union. À Cocody, le choix a été fait. La procédure a été connue. Les appels à candidature ont été lancés. Les gens ont déposé volontairement et de manière libre leur candidature, sachant qu'au bout, ils peuvent être choisis ou ne pas être choisis. Quand vous déposez votre candidature pour un choix, c'est qu'au finish, il y a deux solutions pour toi. Soit c'est vous, soit c'est pas vous. Si vous ne voulez pas aller dès le départ pour dire non, moi je m'en vais. Mais si vous allez jusqu'au bout, vous devez respecter la procédure. C'est aussi simple que ça. Donc voilà ce que je voulais dire là-dessus. Je pense que les chances sont encore là. Les gens ont des velléités de candidatures indépendantes. On pense que la sagesse va les habiter. Et le président continue ses négociations. Et ces négociations-là, je prie Dieu pour que ça aboutisse. Et que demain,
ceux qui n'ont pas été retenus aujourd'hui soient les heureux gagnants des choix futurs. Voilà ce que je voulais dire. Je crois que j'ai parcouru toutes les questions. Et avant de terminer, je voulais remercier encore mes collègues députés. Actuellement, la session est ouverte. Il y a beaucoup de dossiers à travailler. Le président Gouezé, je vois qu'il souffre. Il souffre de mon absence. Il souffre du travail. Mais je suis maintenant disponible pour le travail. Et tous les jeunes députés, certains sont jeunes, mais ils sont plus anciens députés que moi. Mais je prie Dieu. Et nous allons mettre notre résolution en marche. Si les gens ne viennent pas nous aider là, on va s'associer et puis trouver un candidat parmi vous. Et puis on va faire sa campagne. Donc ils n'ont qu'à venir, ils n'ont qu'à nous entendre. Hein. Merci beaucoup les chers frères journalistes. Et à très bientôt.